Bon matin à tout le monde. Mon nom est Christian Loubert, je suis anesthésiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et ce matin, je vous présente le club de lecture en date du 16 mai 2023. Alors, je vous présente deux papiers au sujet de l'administration du Sugamadex chez les patientes enceintes. En premier lieu, il y a un review qui a été publié dans le Anesthesia and Pain Medicine par une équipe de Corée en avril 2023. Et par la suite, je vais décortiquer avec vous un article de recherche originale qui a été publié dans le International Journal of Obstetric Anesthesia, aussi en 2023, par une équipe du Japon. Je vous présente donc en premier lieu le review qui s'intitule What we need to know and do on Sugamadex usage in pregnant and lactating women and those on hormonal contraceptives. Le review est vraiment bien fait parce qu'il est concis, il est quand même simple, facile à lire. Puis il présente la littérature, les, les assumptions théoriques, les études précliniques ainsi que les évidences cliniques sur quatre grands termes. Donc les césariennes, les chirurgies non obstétricales, particulièrement le développement fœtal et le maintien de la grossesse, les contraceptifs hormonaux et l'allaitement. On va très rapidement passer sur les trois premiers sujets, c'est-à-dire les césariennes, contraceptifs oraux et l'allaitement, pour se concentrer plus sur les chirurgies non obstétricales. En ce qui concerne les césariennes, tout ce qu'on dit en fait, c'est que le volume de distribution chez les femmes enceintes puis la clairance ont augmenté et puis que les doses de Sugamadex pourraient être différentes que celles qu'on administre chez les patients non enceintes. Par contre, les évidences cliniques, là, qui sont quand même assez faibles, semblent démontrer que le Sugamadex est efficace aux doses habituelles. La dose de 16 mg par kilo n'a jamais été administrée, en tout cas, ça n'a pas été reporté chez les femmes enceintes, mais le Difficult Airway Society recommande son utilisation dans les situations de cannot intubate, cannot ventilate. En ce qui concerne les contraceptifs oraux, on en avait déjà parlé antérieurement. Donc, on sait que le Sugamadex encapsule aussi la progestérone et on craint, sur des bases d'études précliniques et d'assumptions théoriques, que l'administration de progestérone pourrait affecter l'efficacité, si on veut, des contraceptifs oraux hormonaux. Dans les petites études cliniques, par contre, où on a mesuré les taux de progestérone, ces changements, les variations des taux de progestérone chez les patientes qui avaient reçu du Sugamadex semblaient être non significatifs et très rapprochés dans le temps. Il n'y a pas vraiment d'études cliniques qui démontrent de façon claire une relation causale entre des grossesses non attendues et l'administration de Sugamadex, mais on recommande quand même pour les patientes qui ont reçu du Sugamadex et qui prennent des contraceptifs oraux hormonaux, de considérer l'administration d'une dose de Sugamadex comme l'omission d'une pilule d'une journée et donc recommander aux patients d'utiliser un mode de contraceptif autre pendant les 7 jours qui suivent l'administration du Sugamadex. Pour ce qui concerne l'allaitement, il n'y a pas grand-chose dans la littérature au sujet du Sugamadex et du lait maternel. On dit que la concentration maximale dans le lait maternel serait atteinte 30 minutes après l'administration du Sugamadex, que dans la période postpartum, il y aurait des pores ou des gaps, en tout cas des zones perméables entre les cellules alvéolaires mammaires et qui permettrait en fait au Sugamadex de passer dans le lait maternel. Mais il n'y a pas vraiment d'études cliniques là, qui démontrent dans la présence de Sugamadex dans le lait maternel. La Drug and Lactation Database suggère qu'il est sécuritaire d'administrer le Sugamadex. En contrepartie, la SOAP, donc la Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology, a émis un statement, une recommandation à l'effet qu'il serait probablement préférable de ne pas allaiter quand on a reçu du Sugamadex et même de jeter le lait dans les 12 heures qui suivent l'administration du Sugamadex. Parlons maintenant des chirurgies
non obstétrical. C'est le sujet plus principal de ma présentation ce matin. Donc, en fait, on va parler du développement fœtal, puis du maintien de la grossesse. Alors, Merck, le producteur et fournisseur du Sugamadex, a procédé à des études précliniques animales. Trois études sont citées dans le review. La première a été faite chez les rats, où on a administré jusqu'à 6 fois la dose humaine de façon quotidienne à des rats. Puis il n'y a pas d'effet embryo-fœtal qui ont été notés chez les rats. On a aussi administré jusqu'à 8 fois les doses humaines chez des lapins de façon quotidienne. Et ce qu'on a remarqué, c'était une diminution du poids fœtal lorsqu'on administrait 65 mg par kilo et 200 mg par kilo aux lapins. Et on a remarqué aussi une ossification incomplète du sternum et de certaines phalanges lorsqu'on administrait 200 mg par kilo aux lapins enceintes. Finalement, une troisième étude, chez les rats encore, une étude pré- et postnatale, où on a administré jusqu'à 6 fois la dose humaine de Sugamadex de façon quotidienne et on n'a pas noté d'effet prénatal ni postnatal. Mais bien évidemment, ces études-là sont commanditées par Merck. D'autres études de laboratoire et animales, donc précliniques, suggèrent que lorsqu'on expose des cellules, des cultures cellulaires primaires à du Sugamadex, il semble y avoir la présence d'une apoptose neuronale. Lorsqu'on on expose des cultures cellulaires primaires à du Sugamadex et des bloqueurs neuromusculaires stéroïdiens, donc par exemple le rocuronium ou le vicuronium, il y a aussi de l'apoptose neuronale, mais il semble y en avoir moins qu'avec le Sugamadex seul. Ceci étant dit, il est peu probable que ces résultats des études de laboratoire et animales se reproduisent dans les modèles in vivo, puisque la barrière hémoencéphalique empêche le passage du Sugamadex vers le système nerveux central. Alors, on a procédé à une étude animale chez les souris, où on a reproduit un modèle d'altération de la barrière hémoencéphalique en exposant les souris à du sévoflurane 2% pendant 6 heures. Et on a pu observer chez les souris de ce groupe-là de l'apoptose. Lorsqu'on a soumis des souris aux mêmes doses de sévoflurane et à du Sugamadex, on a pu observer une plus grande altération de la barrière hémoencéphalique ainsi que plus d'apoptose. Mais lorsque les souris n'étaient pas exposées au sévoflurane, mais seulement au Sugamadex, il n'y avait pas d'altération de la barrière hémoencéphalique et donc pas d'apoptose. Et donc, il est peu probable que le Sugamadex seul ou lorsqu'on expose les patients à de courtes doses de sévoflurane qui a un problème en lien avec la barrière hémoencéphalique et l'apoptose neuronale. Euh, Néanmoins, il peut rester un peu d'incertitude sur l'effet du Sugamadex chez le fœtus lorsque des femmes enceintes sont anesthésiées pour de longues heures. Alors, il peut y avoir quand même un principe de précaution qui s'applique ici. En ce qui concerne le maintien de la grossesse, on parle encore des études précliniques. Donc, une étude in vitro suggère que l'administration de Sugamadex pourrait diminuer la concentration sérique de progestérone de 34%. On essaie d'évaluer ça chez des modèles animaux encore. Donc, chez les rats, on a trois groupes. Un groupe contrôle, un groupe qui a reçu du Sugamadex 30 mg par kilo, puis un autre groupe qui a reçu du Sugamadex 30 mg par kilo avec du rocuronium à 3,5 mg par kilo. Et puis les niveaux de progestérone étaient équivalents entre les groupes. Puis dans cette étude-là, il n'y a pas eu de fausse couche ni de mortinescence. On a reproduit une étude un peu similaire chez les lapins, mais cette fois-ci, il y avait encore un groupe contrôle, sauf que là, il y avait un groupe qui recevait du rocuronium seul, alors qu'avec les rats, c'était du Sugamadex seul, puis un groupe qui a reçu encore du rocuronium et du Sugamadex. On a remarqué une diminution des niveaux de progestérone dans le groupe Rocu et Sugamadex, mais encore une fois, aucune fausse couche ni mortinescence. Si bien que c'est vraiment pas clair avec les études précliniques, où il y a des résultats conflictuels en ce qui concerne l'administration de Sugamadex, les baisses de taux de progestérone et les conséquences néonatales ou fétales, si on veut.
En ce qui concerne les études cliniques, bien évidemment, il n'y a pas vraiment d'études chez la femme enceinte avec le Sugamadex. Cette population-là a été exclue des études de phase 1, 2, 3. Tout ce qu'on a dans la littérature, ce sont 3 case series avec à peu près une quarantaine de patients et une étude multicentrique rétrospective qui est une revue de dossier, qui est l'étude dont je vais vous parler, que je vous présente. Alors, cette étude-là, en fait, s'intitule Fetal Outcomes with and Without the Use of Sugammadex in Pregnant Patients Undergoing Non-Obstetric Surgery, a Multicenter Retrospective Study. Donc, c'est une étude du Japon. Alors, en introduction, les auteurs nous rappellent que le Sugammadex est une cyclodextrine qui encapsule les bloqueurs neuromusculaires stéroïdiens et la progestérone, et qu'il y a des études de retrait de la progestérone qui ont été faites sur des rats enceintes et qui entraînaient irrémédiablement la mort fétale. Le SOAP, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, a émis un avis de non-administration en début de grossesse. Mais au Japon, les auteurs nous rapportent que le Sugamadex est couramment utilisé et que les sociétés savantes nationales n'ont pas émis d'avis sur l'administration du Sugamadex sur la grossesse, si bien que au Japon, on administre couramment le Sugamadex même aux femmes enceintes. Alors, le but de l'étude, c'est de comparer le devenir fœtal chez les parturientes ayant reçu ou pas le Sugamadex, et leur hypothèse était que le Sugamadex n'affecterait pas le maintien de la grossesse. Il s'agit d'une étude rétrospective, multicentrique, auprès de parturientes qui avaient des chirurgies non obstétricales. L'équipe a obtenu une approbation éthique, mais le consentement était non nécessaire car l'étude était rétrospective et consistait en une revue de dossiers. Alors, comme je le disais, c'était une revue rétrospective de dossiers médicaux entre janvier 2013 et décembre 2020 dans 3 centres périnataux auprès de femmes enceintes, comme je le disais, qui subissaient une chirurgie non obstétricale sous anesthésie générale. On excluait de la revue de dossier les patientes qui n'avaient eu qu'une neuraxiale ou une locale sans anesthésie générale, les patientes qui se présentaient avec une mort in utero connue ou les patientes pour lesquelles un dossier médical n'était pas disponible. On mesurait et notait l'administration de Sugamadex, la procédure chirurgicale, les méthodes d'anesthésie, les indications chirurgicales, les caractéristiques maternelles et fœtales, la durée de chirurgie et d'anesthésie, les doses de bloqueurs neuromusculaires et le type ainsi que les doses de renverse, l'âge gestationnel à la naissance, le mode d'accouchement, le poids néonatal à la naissance ainsi que les anomalies néonatales. L'outcome primaire était le nombre de fausses couches et le nombre de naissances prématurées dans les 4 semaines qui suivaient l'administration du Sugamadex ou de la chirurgie, devrais-je dire, parce que certaines patientes n'avaient pas reçu de Sugamadex. Les fausses couches englobaient les avortements spontanés, les avortements induits et les morts in utero. Il y avait 2 groupes, donc, les patients qui avaient reçu une anesthésie générale avec Sugamadex et le groupe qui avait subi une anesthésie générale sans Sugamadex. Et on comparait entre les 2 groupes les taux de fausses couches et les taux de naissance prématurée dans les 4 semaines qui suivaient la chirurgie. L'approche statistique était extrêmement simple, suffisante. Donc, un test T de Student non pairé, des tests U de Mann-Whitney, des tests exacts de Fisher pour les données appropriées. Et puis, on utilisait un seuil de signification statistique à un P plus petit que 0,05. Alors, sur la période d'étude, 177 dossiers ont été évalués pour leur éligibilité. On en a retenu 124 qui avaient subi une anesthésie générale et de ces 124 dossiers, 73 patientes avaient reçu du Sugamadex et 51 patientes n'avaient pas reçu de Sugamadex. En ce qui concerne les données démographiques, chirurgicales et obstétriques, ou les caractéristiques, devrais-je dire, les indications chirurgicales, en fait, tout était pareil entre les 2 groupes. Donc, les indications chirurgicales étaient les kystes ovariens, appendicectomie, fracture, cholécystite et néo du sein. Ce qui concerne la taille, poids, indice de masse corporelle, tout était pareil. La durée de la chirurgie et de l'anesthésie aussi, c'était pareil. Là où on voit une différence, en fait, c'était dans l'âge gestationnel où les patientes qui avaient reçu du Sugamadex avaient un âge gestationnel un peu plus avancé à 15 semaines par rapport aux patientes qui n'avaient pas reçu
de Sugamadex, où l'âge gestationnel était à 12,8 semaines. Et il y avait dans le groupe qui avait reçu du Sugamadex environ 50% qui étaient au premier trimestre et 50% qui étaient au deuxième trimestre, alors que dans les patients qui n'avaient pas reçu de Sugamadex, il y avait 75% des patientes qui étaient au premier trimestre et 25% des patientes qui étaient au deuxième trimestre. Ce qui suggère en fait que les patientes qui étaient en âge gestationnel plus avancé recevaient plus souvent de Sugamadex que les patients qui étaient en âge gestationnel plus précoce. L'autre différence, on peut s'y attendre, c'est que les patientes qui avaient reçu du Sugamadex, avaient reçu aussi plus de recuronium, 70 mg en moyenne versus 50 mg en moyenne pour les patientes qui n'avaient pas reçu de Sugamadex. En ce qui concerne le nombre de fausses couches ou de naissances prématurées dans les 4 semaines qui ont suivi l'administration du Sugamadex, c'était pareil entre les deux groupes. Il y avait à peu près 5% de, de fausses couches ou de fausses couches là, dans les deux groupes. Donc, en discussion, les auteurs nous disent qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes sur le plan des naissances prématurées ni des naissances prétermes, mais ça n'exclut pas une possible association entre le Sugamadex et un devenir obstétrical qui est plus adverse. Là, par la suite, ils nous font une description très résumée de la littérature que je vous ai présentée un peu plus tôt dans la présentation. Puis, ils suggèrent que l'effet du Sugamadex, s'il existe, il est probablement négligeable parce qu'en clinique, les taux sériques ne semblent pas diminuer beaucoup. Puis dans les études qu'on a jusqu'à présent, il n'y a pas d'effet, il ne semble pas y avoir d'effet du Sugamadex. Il nous montre aussi un grand tableau avec une description des outcomes fétaux et néonatales de parturientes qui ont reçu du Sugamadex dans l'ensemble des études où ces données-là sont disponibles jusqu'à présent. Les auteurs consacrent une bonne partie de leur discussion aux limites de l'étude. La première, et qui relate dès le départ, c'est que leur taille d'échantillon est beaucoup trop faible pour conclure de façon robuste sur une association ou l'absence d'association, et surtout de causalité entre l'administration de Sugamadex et un devenir néonatal ou fœtal adverse. Il manque aussi des données. Il y a certains dossiers qui n'étaient pas disponibles, des données qui n'étaient pas disponibles dans les dossiers, ce qui pourrait sous-estimer les risques associés au Sugamadex. Et les auteurs nous disent que pour le moment, il n'y a pas vraiment de raison claire d'administrer le Sugamadex plutôt que la néostigmine, dont le profil d'innocuité est bien connu depuis des décennies chez les femmes enceintes. L'autre élément qu'ils rapportent comme une limite, c'est qu'ils ont sélectionné un outcome primaire en dedans de 4 semaines suivant l'administration du Sugamadex ou de la chirurgie, parce que c'est ce qui est fait dans la littérature, mais ils considèrent qu'une question qui serait cliniquement plus pertinente serait de connaître le devenir à la naissance du bébé ou à la fin de la grossesse, indépendamment de ces 4 semaines. Et finalement, comme on en a parlé plus tôt, il y a un biais de sélection en faveur de parturientes avec un âge gestationnel plus élevé dans le groupe Sugamadex. Donc, si les patients sont en âge gestationnel plus élevé, on peut penser qu'il risque d'y avoir moins d'effet du Sugamadex. En conclusion, les auteurs nous disent qu'il n'y a pas de différence démontrée dans le devenir fœtal entre les groupes, puis l'étude ne réfute pas cette possible association. Comme à l'habitude, comme on le lit tout le temps, mais plus de recherche est nécessaire. Je termine avec ma propre analyse. Donc, à mon avis, là, si on compare cette étude à ce qui est publié dans la littérature sur le plan clinique, ben, une étude rétrospective, c'est déjà un bon premier pas pour tenter de rechercher une association. Ce type d'étude rétrospective compare deux groupes, des patients qui ont reçu du Sugamadex à celles qui n'en ont pas reçu. Ce qui est intéressant, c'est que l'usage du Sugamadex au Japon est quand même assez fréquent, même chez les femmes enceintes. Donc, on peut se demander s'il n'y aurait pas une opportunité parmi les études futures pour une étude de cohorte prospective, peut-être même une étude randomisée contrôlée, bien qu'on puisse comprendre très facilement que le recrutement soit très, très difficile pour une étude randomisée contrôlée. Tout de même, il y a probablement possibilité de faire une étude prospective éventuellement. À mon avis, les auteurs ont bien cerné les limites de l'étude et je trouve que les statistiques sont simples,
facile à comprendre et surtout ne cherche pas à trouver un résultat positif à tout prix. Alors, bravo pour ce choix-là. Cliniquement, mon avis, probablement que ça, il n'y a pas de raison vraiment d'utiliser le Sugamadex en première et possiblement au deuxième trimestre, étant donné que la littérature n'est pas encore très très claire. Par contre, si vous l'avez administré, je pense pas qu'il y ait raison de faire des cauchemars non plus, puisque l'idée de ne pas utiliser ou d'éviter le Sugamadex en premier trimestre et en deuxième trimestre provient surtout d'opinions de sociétés savantes et de craintes théoriques plus que d'études cliniques robustes. En ce qui concerne le troisième trimestre et les césariennes, probablement que c'est sécuritaire de l'utiliser et clairement, à n'importe quel moment, en cas d'extrême urgence, vous devriez l'utiliser. Voilà, au plaisir.